Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir. 23 chefs d'entreprise de plus de 60 000 salariés en Côte d'Ivoire s'engagent pour une charte de la diversité. Il est question de lutter contre toutes les formes de discrimination au sein des entreprises. La charte a été signée aujourd'hui en présence du vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Hier jeudi, RTI 1 vous a proposé un plateau spécial, bilan des 100 premiers jours d'Amadou Gon Coulibaly à la tête du gouvernement ivoirien. Retrouvez dans ce 20h un extrait de ces 90 minutes d'échange sur des sujets d'intérêt national. Le Salon international du tourisme d'Abidjan est ouvert depuis ce matin. Il braque pendant 4 jours les projecteurs sur le patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire, avec entre autres le tourisme culturel, balnéaire, l'écotourisme et le tourisme des affaires qui se développent dans le pays. Et puis le pape François est en Égypte. Il va porter un message fort d'unité entre les chrétiens et les sunnites dans un pays à majorité musulmane. 2 semaines après un double attentat ayant visé 2 églises orthodoxes et tué 45 personnes. Merci d'être avec nous sur RTI 1 ce 28 avril. 23 chefs d'entreprise de plus de 60 000 salariés en Côte d'Ivoire s'engagent pour une charte de la diversité. Cette charte est destinée à lutter contre toutes les formes de discrimination au sein des entreprises. Le point de Jérôme Kofi Abolin. Tout se passe à peu près comme dans une salle de classe. Les signataires de la charte diversité en entreprise en Côte d'Ivoire se succèdent au tableau pourri apposé à l'endroit où sont marqués les noms de leurs structures respectives, leurs signatures. Après quoi, chaque personnalité avec en main un spécimen en format A3 reçoit les félicitations du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Au nom de ces chefs d'entreprise ou de leurs représentants, Mme Kadiatou Sissoko, responsable du projet Diversité et RSA Paris, prend l'engagement de faire respecter les principes de la dite charte, lesquels principes s'accommodant avec ce que l'on peut appeler une réelle communauté de vision sociétale dans tous les secteurs d'activité. C'est l'occasion, en ce qui concerne le DG de la SODECI, de souligner l'utilité d'une telle pratique au sein de sa société pour avoir servi à faire face à la situation vécue pendant la crise dans les zones CNO. Comment nous y sommes parvenus tout simplement en réussissant à convaincre nos collaborateurs originaires de cette zone CNO, n'est-ce pas, d'exercer dans ces zones où il y avait une insécurité totale. Et Dieu merci, nous avions en notre sein un nombre relativement important de ces collaborateurs qui ont accepté bénévolement d'aller fournir de l'eau potable à leurs frères, à leurs parents restés dans ces zones malgré l'insécurité. Distribuer de l'eau, c'est faire appel à de nombreux métiers. Nous en avons près d'une trentaine à la SODECI. Et évidemment, c'est une manière pour nous aussi de promouvoir justement la diversité, s'appuyant sur la diversité d'origine en matière de formation, également en matière de talent. En signant cette charte, les entreprises ivoiriennes s'engagent à lutter contre toute forme de discrimination et faire triompher l'égalité des chances et d'éthique. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement ivoirien, sous la houlette du président Alassane Ouattara, qui a pleinement conscience de cette question discriminatoire, ne peut que saluer l'initiative prise par ces sociétés. La question de la diversité et des discriminations a toujours été au cœur de nos sociétés tout au long de l'histoire humaine. Toutefois, ne se distinguent comme sociétés civilisées en quête de progrès que celles qui ont posé cette question à un moment donné de leur parcours en termes de lutte et de combat pour s'émanciper de leurs travers. Dans une société de progrès, la diversité n'est pas imposée, elle s'assume. Dans une société de progrès, les discriminations ne se comprennent pas, ne se tolèrent pas. Elles doivent être combattues individuellement et collectivement. Les principes qui forment le corps de cette charte sont tous très pertinents au regard de nos propres réalités ici en Côte d'Ivoire. Les signataires de la charte de la diversité en entreprise en Côte d'Ivoire, ce jeudi, sont au nombre de 28. Les salariés qui les représentent sur le sol ivoirien ne sont pas négligeables. On en dénombre environ 60 000.
Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a aussi échangé ce vendredi avec le président du géant de la téléphonie mobile MTN. Nommé en juin 2016, le patron du groupe MTN est en visite en Côte d'Ivoire afin de mieux connaître le marché ivoirien. Il a aussi présenté aux autorités ivoiriennes la vision de son entreprise pour le pays avec plus de 10 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Abola. Il est de nationalité sud-africaine et expert comptable de formation. Rob Shooter, le nouveau président du groupe MTN, en est à sa première visite en Côte d'Ivoire. Lors de sa rencontre avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce vendredi, il a évoqué la stratégie déployée par son entreprise en Côte d'Ivoire, pays où le groupe MTN dit compter 10,4 millions d'abonnés. La stratégie d'MTN pour le futur est d'investir dans les technologies qui vont servir aux abonnés, pas uniquement sur les produits actuels qui sont à base de voix et de SMS, mais de pouvoir servir les besoins d'activités digitales qui vont grandissant pour nos abonnés, d'anticiper également sur tout ce qui sera leur vie tout autour de l'inclusion financière et de s'assurer que nos offres de services sont les plus pertinentes vis-à-vis du nouveau contexte multimédia qui s'annonce pour les pays du marché de la Côte d'Ivoire. Sur le continent, le groupe MTN est présent dans une vingtaine de pays, avec une clientèle estimée à plus de 230 millions d'abonnés. Le Premier ministre ivoirien a eu cet après-midi une séance de travail avec la secrétaire générale au commerce extérieur du gouvernement francophone bruxellois. À l'ordre du jour, le forum économique ivoiro-belge annoncé pour octobre prochain ici à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Courant octobre prochain, la Côte d'Ivoire devrait abriter un forum économique ivoiro-belge. Pour préparer la rencontre que la princesse de Belgique appelle de tous ses voeux, la secrétaire générale au commerce extérieur du gouvernement francophone bruxellois était à la primature pour une séance de travail avec le chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire exporte plus vers la Belgique qu'elle n'importe de Belgique. C'est dire qu'il y a de nombreuses opportunités. Nous souhaitons renforcer ces partenariats et ces relations commerciales de manière durable. Le forum économique ivoiro-belge s'inscrit dans la vision du PND 2016-2020 du pays. La Côte d'Ivoire est engagée dans le cas du PND à pouvoir quand même attirer 62% de son PND du secteur privé. Et pour cela, elle a engagé toute une politique d'attraction de l'investissement par ciblage. Ciblage géographique, ciblage de compétences et ciblage de relations historiques. Ce forum qui va être conduit par la princesse elle-même est d'une importance capitale parce qu'elle va permettre aux opérateurs ivoiriens, aux opérateurs privés belges de se retrouver et de pouvoir sceller les partenariats. La Belgique et la Côte d'Ivoire entretiennent une très longue histoire d'amitié et de travail. Hier jeudi, RTI 1 vous a proposé un plateau spécial bilan des 100 premiers jours d'Amadougon Coulibaly à la tête du gouvernement ivoirien. Nous vous proposons ce soir un extrait de ces 90 minutes. Il revient ici sur la question des fonctionnaires. Je considère que entre toutes les mesures que nous avons prises de 2012 à 2016, qui elles représentent globalement 616 milliards, entre, je dirais, le coût du déblocage qui est de 244 milliards donc chaque année, entre, je dirais, le déblocage donc, des indices en termes d'avancement tous les 2 ans qui va représenter autour de 15 milliards donc, par an, au moment où la décision se prenait, on a dit que toutes ces décisions valaient donc annulation de la revendication relative donc, au stock des arriérés. Ce que nous notons, c'est qu'ils ont engagé tout ça, c'est normal, ça a été une décision donc, du président, c'est une bonne chose, parce que le déblocage il était initialement prévu donc, sur 5 ans à partir de 2014, et le président a décidé donc, de le faire donc, en 2 ans. Donc ça, c'est à saluer. Mais après donc, cet accord, je dirais, de dire toutes ces mesures valent abandon donc, du stock, donc on revient donc, sur la question donc, du stock des arriérés. Moi, je considère qu'il faut aujourd'hui, dans l'environnement donc, qui est le nôtre, que les syndicats donc, comprennent que ce n'est pas au moment où donc, nos braves paysans donc, subissent la baisse donc, de leur prix, donc de 1100 francs donc, à 700. Donc, ils doivent continuer
donc, de s'arc-bouter sur cette question. Je voulais les inviter d'ailleurs à l'union, parce que les grèves que l'on sent ici et là sont en fait des éléments de division donc, à leur sein. Nous sommes prêts à poursuivre donc, le dialogue, parce que c'est ce que le président de la République nous a demandé. Nous poursuivons donc le dialogue. Mais nous devons poursuivre donc, ce dialogue en tenant compte de la réalité donc, économique aujourd'hui. Et les décisions de 2014 sur le déblocage des salaires, il y a une attestation du gouvernement qui montre que cette décision a été prise avec en parallèle l'abandon de la revendication sur le stock en ce qui concerne donc, les arriérés. Moi, je pense que les fonctionnaires devraient se réjouir déjà de l'idée que ces décisions qui ont été prises antérieurement aient été actées et que donc aujourd'hui, ils touchent donc la plénitude donc, du salaire tel que prévu par les décrets qui avaient été pris donc, en 2009. Donc, personnellement, nous sommes en tout cas prêts donc, au dialogue, nous sommes prêts donc, à la discussion, mais je veux que les Ivoiriens donc, comprennent que nous sommes donc, dans une période où tous les actes que l'on pose qui peuvent affaiblir donc, l'image du pays, tous les actes que l'on pose qui peuvent donc, créer des problèmes donc, sécuritaires au pays donc, ne sont pas de bons actes. Il faut que nous restions donc unis, rassemblés et que nous puissions donc discuter pour trouver donc des solutions à tous les problèmes. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont pensé de ce grand oral du Premier ministre? Massokone leur a tendu son micro. On ne peut pas évaluer un poste même de responsabilité sur 100 jours, donc je pense que pour un début, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Sur les 100 jours-là, il voit encore ce qu'il a prévu pour les Ivoiriens. On veut voir des répercussions concrètes sur la vie des Ivoiriens au fur et à mesure. Moi, je perçois quand même un effort qui a été fait, mais seulement ce que je déplore, c'est au niveau de la sécurité. Vu le phénomène des microbes, ça ne fait pas une bonne image du pays, sincèrement. Son intervention, c'est bien, c'est beau, mais il faut concrétiser par des actions ce qui est dit. J'ai trouvé que vraiment il maîtrisait la situation. Toutes les questions qu'on lui posait, il a tout bien répondu. Tout c'était bien, il n'y a pas de problème. Pour le moment, ce qu'il a dit avec ce qu'on a vu un peu, on voit que vraiment tout, un peu, ça se passe bien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donc fait un bilan de ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement ivoirien. Il s'est rendu aujourd'hui chez le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont feuilleté le carnet de l'actualité dans le pays. Après la formation du nouveau bureau du secrétariat exécutif du PDCI RDA, le parti annonce qu'il va présenter un candidat aux élections présidentielles de 2020. Pendant la 87e session du PDCI RDA, le président Henri Konan Bédié a donné la feuille de route de chaque membre et les directives pour les défis à venir. Sidonie Davila. Un candidat du PDCI RDA pour la présidentielle de 2020, c'est ce qu'a décidé le parti. On s'en souvient, lors de l'appel de Daoukro, le président du PDCI avait appelé à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. En contrepartie, le président Henri Konan Bédié a souhaité une alternance en 2020 au sein du RHDP. Il s'agit surtout d'assurer la promotion et le succès de la candidature d'un cadre militant actif du PDCI RDA lors de l'élection présidentielle de 2020, tel que le recommande l'appel de Daoukro. Solidaires de la vision de leur président, les membres du secrétariat exécutif nouveau du PDCI RDA à la 87e session mesurent déjà l'immensité de la tâche qui les attend. D'abord la joie, ensuite je prends l'engagement de participer effectivement aux activités du parti. Nous sommes heureux parce que là, nous sortons d'une première réunion avec le président du parti, le président Henri Konan Bédié, et le message est clair. Des instructions fermes ont été données, nous avons une feuille de route, et je pense que chacun de nous s'emploiera vraiment à appliquer cette feuille de route, de sorte que le PDCR nouveau, réclamé depuis le 12e congrès, puisse vraiment être là pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer avec. Pour l'atteinte de tous les objectifs, le président du PDCI RDA a instruit les membres du secrétariat exécutif nouveau au fin de mutualiser leurs efforts. Pré-congrès éclaté du Rassemblement des Républicains RDR. Dans les 13 communes du district d'Abidjan et dans les 31 régions du pays, il s'agit de recueillir les recommandations des militants en vue du congrès à venir. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé au lancement dans la commune d'Abobo, à Boussanogo.
La forte pluie de cet après-midi n'a pas pu empêcher la grande mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains de la commune d'Abobo qui ont accueilli dans l'allégresse le ministre d'État Ahmed Bakayoko venu procéder au lancement des travaux des 10 pré-congrès qui ont pour objectif de faire entendre la voix des militants et resserrer les rangs du parti afin de préparer le congrès du RDR. Nous pensons que ce pré-congrès va nous permettre de dire ce que nous pouvions proposer au niveau du parti pour sa redynamisation et pour sa mobilisation. C'est une opportunité, elle est la bienvenue, parce que les militants doivent s'exprimer aujourd'hui sur non seulement la gestion du pouvoir, mais le militantisme lui-même en tant que militant du RDR. Nous devons dire notre part de vérité pour construire le parti. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, président du pré-congrès régional pour la commune d'Abobo, a rendu hommage aux populations de cette commune pour leur sens du sacrifice, puis a souligné que ce pré-congrès doit être celui de la responsabilité et de la vérité. Le congrès ou le pré-congrès, c'est le moment où dans la vie d'un parti, on donne le pouvoir aux militants. C'est là où vous devez proposer tout ce qu'il faut proposer pour que le parti aille de l'avant. C'est là où vous devez dire tout ce qui n'a pas marché, tout ce qu'on doit changer pour qu'on soit encore meilleur. C'est pour avoir vos idées, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé. Et comment on doit fonctionner pour que le RDR soit toujours un parti qui va et qui va. Abobo doit rester le bastion du RDR. Abobo doit rester le soutien principal du président Alassane Ouattara. Mais avant, Ahmed Bakayoko a déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs et a rendu une visite au président du comité des sages d'Abobo. Le Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes ce vendredi matin. Il se tient du 28 avril au 1er mai 2017. Après l'ouverture officielle, Patricia Omouetia nous propose la visite des premiers stands. 8000 m² couverts, 2 heures de visite guidée. Sous ces chapiteaux, les exposants rivalisent d'imagination. Au stand du Sud Comoé, on ne peut qu'avoir l'eau à la bouche. Et bien entendu, la délégation y a marqué un arrêt. Le ministre du Tourisme et ses hôtes ont pris le temps, dans une atmosphère conviviale et sympathique, pour visiter les stands et encourager les exposants. 150 au total, des acteurs nationaux et internationaux du tourisme qui vont user de toute leur stratégie durant ces 3 jours pour tenter de séduire de nouveaux partenaires. Le CITA 2017, une plateforme d'échange pour encourager la politique de développement durable des gouvernants. Le tourisme doit jouer son rôle. Vous savez, aujourd'hui, c'est 3 000 emplois directs dans le tourisme, mais c'est 9 000 emplois directs. Donc ça veut dire que ça fait vivre 9 000 personnes. Mais nous sommes convaincus qu'on pourra faire multiplier ces chiffres par 10 au moins dans des années très proches. Une occasion pour tous de faire l'état des lieux de la situation et surtout établir les avancées qui ont pu être réalisées et aussi être à la recherche d'idées nouvelles et rechercher les moyens pour innover, pour engendrer cette dynamique sans cesse qu'on doit renouveler. L'innovation majeure est d'aider les jeunes en quête d'emploi dans le secteur du tourisme. On a constaté que vraiment il y a différentes opportunités en tourisme et hôtellerie. On peut être soit une hôtelière, un guide touristique. On peut aussi faire la communication comme le management. Une 7e édition qui promet avec des moments festifs et des animations. Abidjan et ses environs regorgent de nombreux attraits touristiques, notamment le jardin botanique de Bingerville, l'île Boulet ou encore la baie des milliardaires. Nous nous intéressons ce soir au parc national du Banco et au manguier centenaire de Grand Bassam. Ces manguiers seraient venus du Brésil et ont été plantés à Grand Bassam par des prisonniers pendant des corvées coloniales depuis 1900. Malika Koulibaly. Des racines ont bien planté au sol. Plus d'un siècle de vie pour ces manguiers centenaires de Grand Bassam, plantés en 1900 et bien visibles encore au quartier France, boulevard Alassane Ouattara. Ces arbres centenaires produisent 2 fois l'année à la différence des manguiers ordinaires. On peut y prendre de l'air frais grâce à la disposition de ces arbres qui ont résisté au temps.
Aujourd'hui, ces manguiers attirent plusieurs visiteurs, mais malheureusement, certains individus tentent de détruire ces plantes en leur arrachant l'écorce. En ce qui concerne les manguiers centenaires, ils rentrent dans ce qu'on appelle les valeurs qui ont présidé à l'inscription de la ville historique de Grand Bassam. Déjà, quand on rentre au niveau de la ville historique, ces manguiers centenaires frappent. Voilà. Et on voit les verdures. Et également, il y a un élément thérapeutique au niveau de ces manguiers centenaires. On a constaté que la population agressait ces manguiers, que la population puisse nous aider à préserver ces manguiers centenaires. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la gestion participative. Autre attrait touristique de la région des Lagunes et environ, le parc national du Banco, une forêt située en plein cœur d'Abidjan. Cette forêt, autrefois réputée dangereuse, est devenue aujourd'hui attractive. Les touristes y viennent pour profiter du sous-bois. Les touristes, nous les recevons, des touristes venant de plusieurs continents, aussi bien des nationaux, mais la plupart de nos touristes sont des Occidentaux, des Européens, aussi bien aussi des Asiatiques, des Américains. Et ils ont confiance, ils connaissent le Banco et quand ils viennent, on fait le circuit classique avec eux, le circuit de l'explorateur qui nous conduit assez souvent de l'école forestière à l'arboretum que vous avez vu. Vous avez également l'arbre, le Kosipo, qui est un arbre qui a été daté à plus de 500 ans. Vous avez un aïelé non loin d'ici qui est daté à plus de 200 ans. Le cadre touristique s'offre aussi à la recherche. Dans cette forêt du Banco, nous rencontrons des scientifiques britanniques venus faire des recherches sur les papillons. Il y a aussi ces jeunes étudiants en stage d'apprentissage en ressources halieutiques. Nous sommes une équipe des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de Londres, des chercheurs sur les papillons. Moi, je suis presque sûre que j'ai déjà trouvé des espèces nouvelles. Dans ma groupe spéciale, les cantharidés, qui sont très mal connus ici en Afrique de l'Ouest, j'ai déjà récolté plusieurs espèces d'un genre qui n'est connu que dans les collections des musées. Au Banco, pas besoin de s'inquiéter côté sécurité, en témoigne la présence des forces de l'ordre. Nous avons un effectif qui compose la brigade fixe, qui est composé d'un effectif d'éléments dont vous voyez certains qui sont en ma compagnie, qui constitue la première équipe d'intervention et de sécurisation du parc. Et ajouté à cela, nous avons la brigade mobile de la zone sud qui nous apporte son appui pour la sécurisation du parc national du Banco. En plein cœur de cette végétation luxuriante, une école forestière. Elle date de 1930. Le visiteur peut également découvrir une ferme piscicole et la Maison de la Nature qui est un centre d'éducation environnementale. Direction la commune de Koumassi. Avec l'absence de voirie, les problèmes d'assainissement, Koumassi fait partie des communes qui souffrent le plus du mauvais état des routes. Le ministre des Infrastructures économiques s'est rendu sur place pour faire lui-même le constat. Chris Diomondé et Abou Sanogo. Difficile pour ce chauffeur de taxi d'atteindre l'autre bout de la voie à cause de la mare d'eau dormante stagnée en plein milieu du carrefour. Des canalisations bouchées qui donnent l'opportunité aux eaux de ruissellement de se substituer au bitume. À ce décor survient le problème d'assainissement. Les vastes mares cohabitent avec la population des quartiers précaires et modernes. Nous sommes bien dans la commune de Koumassi. Vu l'ampleur de cette situation, le gouvernement s'est rendu sur les lieux. Il y a 5 voies structurantes qui rentrent dans Koumassi. Aujourd'hui, il y a 3 routes importantes qui sont complètement dégradées, qui sont impraticables. Mais compte tenu du fait que Koumassi est un quartier, Koumassi et Makori, il y a un canal qui relie donc les deux lagunes. Ce canal est complètement envasé. Pour sortir Koumassi de cette situation, des mesures sont prises. Toutes les actions qui doivent être conduites ont été identifiées. Il y a une réflexion globale qui est conduite pour que, du point de vue de l'assainissement, Koumassi soit doté de tout ce qui est nécessaire pour éviter que ce genre de situation n'arrive dans les semaines, dans les années à venir. Une satisfaction pour le maire de la commune de Koumassi. C'est un soulagement de savoir que l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau s'apaisantit sur le sort de Koumassi. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites et aujourd'hui nous avons une ébauche de solutions
nous ne pouvons qu'être heureux. Bientôt ce calvaire sera selon les autorités un lointain souvenir parce que de grands moyens seront déployés pour la réhabilitation de la voirie. Ce 28 avril marque la journée des commémorations des travailleurs et travailleuses morts ou blessés au travail. C'est aussi la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La célébration est axée cette année sur l'optimisation, la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité au travail. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-8-535 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le lundi 1er mai 2017, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Ce vendredi, le pape François a entamé une visite de 2 jours en Égypte. 2 semaines après un double attentat ayant visé 2 églises orthodoxes et tué 45 personnes. Le pape François porte un message fort d'unité entre les chrétiens et les sunnites dans la lutte contre l'extrémisme dans un pays à majorité musulmane. Gabriel Zani. Soutenir les chrétiens coptes d'Égypte sans porter préjudice au dialogue avec les musulmans, c'est l'exercice d'équilibre auquel doit se livrer le pape François en visite ce vendredi dans le pays. Le chef de l'Église catholique vient donc en messager de paix. 3 semaines après les attentats contre l'Église copte qui ont fait 46 morts dans 2 églises d'Alexandrie et de Tanda en pleine célébration de la fête des Rameaux. La visite du pape François cristallise les attentes les plus larges et les plus variées du pays. D'abord, celle des autorités qui espèrent corriger l'image désastreuse du pays sur la scène internationale. Ensuite, celle des chrétiens et musulmans d'Égypte qui veulent voir souffler un vent de réconciliation entre les communautés. Pendant cette visite de 2 jours, le pape François doit rencontrer les plus hautes autorités d'Égypte, notamment le président Abdel Fattah al-Sisi. Il devra aussi échanger avec le patriarche de l'église copte Théodore II, le pontife argentin avec qui il se rendra ce vendredi à l'église Saint-Pierre, cible d'un autre attentat revendiqué par l'État islamique lors d'une messe le 11 décembre 2016 qui a tué 29 personnes. Dans ce pays pivot du Moyen-Orient, confronté à la violence djihadiste, mais surtout à une situation économique et politique difficile, le pape François est très attendu sur la question de la réconciliation. L'ex-président tchadien Hissène Habré est en prison pour le reste de sa vie. La Cour d'appel l'a aussi condamné à indemniser ses victimes à hauteur de 82 milliards de francs CFA. Mais le fonds qui dépend de l'Union africaine et qui doit gérer ces indemnisations est pour le moment complètement vide. Sylvie Touré. Hissène Habré devra passer le restant de ses jours en prison. A tranché jeudi la Cour d'appel du tribunal spécial africain à la grande désolation de ses avocats commis d'office. Aujourd'hui, l'opinion la plus répandue au monde, c'est que c'est un mauvais procès qui a été fait au président Habré. Aucune démonstration de sa culpabilité n'a été faite. Nous estimons que c'est regrettable pour une première en Afrique. Je pense que les autorités, les pouvoirs publics auraient dû prendre plus de temps pour organiser donc la tenue de ce procès. Mais pour les victimes et leurs avocats, le sentiment est tout autre. Justice a été rendue. Ça, c'est un message fort qui s'adresse à tous les dictateurs africains. Attention, vous ne resterez plus impunis. Vous n'allez plus cultiver cette impunité, c'est impossible. Après 26 ans de labeur, de frustration, d'humiliation, je crois qu'aujourd'hui, je suis plus que satisfait. Je suis ému et je crois que je me dis que tu as fait un bon travail, tu as combattu le bon combat. Le combat n'est pas terminé cependant, reste à la bataille pour la réparation. La Cour a également condamné l'ex-président tchadien à verser la somme de 82 milliards de francs CFA aux 7400 victimes identifiées. Un fonds d'indemnisation a même été créé par l'Union africaine. Problème, où trouver l'argent pour l'alimenter. Pour les victimes, la solution est toute simple, traquer les biens de toute nature, dit Hissène Habré. Les chambres africaines extraordinaires ont refermé leurs portes à Dakar après le verdict. Les regards des victimes en quête d'indemnisation sont tournés vers Addis Abeba, où siège l'UA.
Merci de votre attention. Bonne fin de semaine aux habitants de Mans, la capitale de la région du Tongpi. La ville aux 18 montagnes a un fort potentiel touristique, avec notamment un relief original, des cascades naturelles et aussi la forêt sacrée de Gbèpleu. Bonsoir à tous.